Vous écoutez RFI, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. Il reste encore quelques heures aux opposants gabonais et à Jean-Ping pour prendre leur décision. Vont-ils ou non déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle suite à la présidentielle du 27 août dont ils contestent les résultats? La réponse sera connue dans la journée puisque le délai légal expire aujourd'hui. Journée de débat hier en République démocratique du Congo. Dans le cadre du dialogue politique national, ils ont tourné autour de la révision du fichier électoral. Aucune décision n'a été prise pour le moment. Au sommaire encore, un sommet des pays d'Afrique de l'Est s'ouvre aujourd'hui en Tanzanie. Il sera question de la crise au Burundi. Et puis le premier procès des biens mal acquis aura lieu prochainement en France. Teodoro Obiang, le fils du président équato-guinéen, sera poursuivi pour les biens acquis en France avec de l'argent public qu'on le soupçonne d'avoir détourné. RFI. C'est la date butoir au Gabon. Ceux qui souhaitent déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle après la présidentielle du 27 août ont jusqu'à aujourd'hui pour le faire. On sait déjà que le camp du président Ali Bongo va le faire. En revanche, il y a plus d'hésitation de la part de l'opposition. Jean-Ping, arrivé en seconde position du scrutin, conteste les résultats depuis leur annonce, mais de nombreux opposants estiment que la Cour est trop proche du pouvoir pour être impartiale. Jean-Ping se donne jusqu'à la mi-journée pour faire part de sa décision. Karine Franck. Dans le camp de Jean-Ping, c'est un dilemme cornélien qui a donné lieu depuis plusieurs jours à des discussions à bâton rompu. Déposer des recours, c'est donner une chance aux négociations puisque la Cour a 15 jours pour proclamer les résultats définitifs. Nous ne pouvons pas prendre le risque de ne pas être compris, surtout à l'extérieur, affirme un proche de Jean-Ping qui explique « Nous savons bien qu'en France, en Allemagne et aux États-Unis, épuiser les voies de recours, c'est quelque chose de naturel. Cependant, si l'opposition fait le choix du recours et que la Cour constitutionnelle la déboute, elle risque de se retrouver comme liée par cette décision de la plus haute instance juridique du pays et la base risque alors de lui reprocher sa naïveté. On sait d'avance qu'y aller, c'est se condamner, mais si on n'y va pas, on va nous reprocher d'être des va-t-en-guerre, souligne un des leaders de l'opposition. Voilà pourquoi nous continuons à demander un recompte des voix bureau de vote par bureau de vote pour la province du Haut-Ogooué, en présence des observateurs internationaux et en présence des représentants des candidats. Quoi que nous fassions, on va nous le reprocher, nous le savons, reconnaît Jean-Gaspard Ntoutoumai, porte-parole de Jean-Ping, mais nous prendrons nos responsabilités. Une délégation de l'Union africaine est attendue à Libreville cette semaine. Elle devrait arriver demain. On ne connaît pas encore sa composition précise, mais les présidents tchadiens Idriss Déby et nigériens Mahamadou Issoufou pourraient en faire partie. En République démocratique du Congo, l'heure n'est pas encore au vote, mais bien aux discussions dans le cadre du dialogue politique national convoqué par le président Joseph Kabila. Hier, les débats ont tourné comme prévu autour du processus de révision du fichier électoral préalable à l'élection. Et ils ont tourné aussi autour des délais d'organisation des scrutins à venir, notamment de la présidentielle. Aucune décision n'a finalement été arrêtée, mais les débats ont parfois été agités. Sonia Rollet. Il y a d'abord eu cette accusation lancée par l'opposition qui a choisi de participer au dialogue. Le président, le gouvernement et la commission électorale auraient violé le consensus national sur l'organisation des élections. C'est Jean-Lucien Boussa du CDR qui a mené la charge. Pour lui et la composante qu'il représente, si les délais constitutionnels ne sont pas respectés, in fine, les responsables seront tout désignés. La majorité s'est défendue en rappelant que depuis l'an dernier, le pays connaît une crise économique, qu'il y a eu une guerre à l'Est très coûteuse ou encore que les 2 calendriers présentés par la commission électorales ont été rejetés par une frange de l'opposition. Pour la majorité, en tout cas, à l'issue de cette journée, il y a 2 acquis. Il n'y aura pas d'élection en 2016 et le fichier électoral de 2011 est aujourd'hui trop corrompu pour permettre l'organisation d'élections crédibles. C'est ce que la plupart des intervenants, même des experts, ont reconnu, a martelé le porte-parole de la délégation de la majorité chez Okitundu. Malgré tout, au final, aucune décision n'a été prise. Les délégués ont demandé à pouvoir entendre les experts sur toutes les thématiques qui seront abordées lors de ce dialogue. Le fichier électoral, mais aussi le calendrier, le budget ou encore la sécurisation du processus, et des commissions ad hoc seront ensuite chargées de faire des propositions. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Ce dialogue national en RDC se tient sans les principales figures de l'opposition qui estiment toujours que certains préalables, certaines conditions qu'ils avaient posées ne sont pas remplies. Les opposants demandent notamment la libération de certains détenus qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques ou encore l'abandon des poursuites contre certains opposants comme par exemple Moïse Katumbi.
Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, qui s'est déclaré candidat à la prochaine présidentielle. Moïse Katumbi s'est d'ailleurs exprimé hier sur ce dialogue à la tribune du Parlement européen à l'occasion d'une rencontre sur les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. L'opposant a une nouvelle fois appelé le président Kabila à quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Combien de gens on a tués jusqu'à aujourd'hui? Combien de prisonniers politiques? Quand je parle de ce monologue qui n'est pas un dialogue pour moi, est-ce que vous pouvez accepter que le président Tshisekedi Wamulumba ne puisse pas participer à ce dialogue-là? Le premier opposant. Qu'est-ce que je voulais? Que la démocratie continue dans notre pays, que la paix continue dans notre pays, qu'on puisse avoir la première alternance pacifique dans notre pays. Le président Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Il n'y a pas de négociation sur ça. L'État est en faillite. Nous ne pouvons pas accepter. On a été assez humiliés. Voilà l'opposant congolais Moïse Katumbi qui s'exprimait donc hier devant le Parlement européen. Le Burundi et la longue crise que le pays traverse depuis près d'un an et demi sera de nouveau au cœur de discussions aujourd'hui à Dar es Salaam en Tanzanie. C'est là que se retrouvent 5 pays d'Afrique de l'Est en sommet extraordinaire pendant 2 jours. Le Burundi sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Alain Emenya-Mitwe. Le chef de l'État, lui, ne sera pas présent. Jusqu'à maintenant, les tentatives de médiation pour résoudre la crise burundaise n'ont rien donné, Anne Kantner. Il y a 6 mois, presque jour pour jour, les pays d'Afrique de l'Est avaient choisi l'ancien président tanzanien Mkapa pour relancer le dialogue. 6 mois plus tard, le pouvoir burundais refuse toujours de rencontrer les opposants en exil du Sénarède. Bujumbura accuse le mouvement de compter des terroristes dans ses rangs. Lors de la 2e session du dialogue mi-juillet, la médiation avait même dû annuler la cérémonie d'ouverture car la délégation gouvernementale avait quitté les lieux. Dans ce climat de tension très vive, pouvoir, opposants et société civile avaient chacun de leur côté donné leur avis sur une feuille de route dans laquelle le facilitateur proposait, par exemple, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Benjamin Mkapa doit faire le point aujourd'hui sur le processus pour que les pays d'Afrique de l'Est décident de la marche à suivre. Son équipe ne veut évoquer aucun calendrier pour l'instant, rappelle que le médiateur veut amener tous les Burundais autour de la table, en précisant quand même, le Sénarède n'est qu'une partie de l'opposition burundaise. Il existe une autre opposition crédible au Burundi. C'était les précisions d'Anne Kantner sur RFI. RFI à Kigali, 91.9 FM. Une nouvelle arrestation au Rwanda dans les rangs des FDU, un parti qui n'est pas reconnu par les autorités rwandaises. Sa présidente, Victoire Ingabire, purge elle-même une peine de 15 ans de prison. Elle a notamment été condamnée pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide. Il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, c'est cette fois la vice-trésorière du parti qui a été arrêtée à Kivumu, dans l'ouest du Rwanda. On la soupçonne de provocation du soulèvement ou des troubles de la population. Stéphanie Aglietti. Léonie Gassengaire est soupçonnée d'avoir enfreint l'article 463 du code pénal rwandais, une infraction passible de 10 à 15 ans de prison. Maître Anastase Robert Mutagoma, son avocat, assure que le parquet s'appuie sur 9 témoins à charge qui accusent l'opposante d'avoir les 21 et 22 août tenu des réunions au cours desquelles elle aurait critiqué le gouvernement rwandais et aurait appelé les habitants à s'opposer à une politique d'expropriation. Des accusations non fondées selon son avocat qui assure que sa cliente n'a jamais participé à de telles réunions. Quant au vice-président des FDU, Boniface Twagirimana, il a dénoncé, je cite, une tentative d'intimidation à l'encontre d'un membre de l'opposition. Cela n'a rien à voir avec la politique qu'a défendue Faustin Koussi, le porte-parole du parquet. Léonie Gassengaire avait déjà été brièvement arrêtée en mars alors qu'elle rendait visite à l'opposante Victoire Ingabire. On lui reprochait d'avoir enfreint le règlement de la prison. À la même période, Illuminée Iragena, une autre proche de l'opposante emprisonnée, avait disparu. Sa famille est depuis lors sans nouvelles. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. L'audience sur son maintien ou non en détention pour les besoins de l'enquête est prévue lundi prochain. Lui était de nouveau devant la justice hier au Cameroun. Notre correspondant en langue Haoussa, Ahmed Abba, est accusé d'intelligence avec Boko Haram par les autorités camerounaises. Il est en prison depuis plus d'1 an maintenant. Hier, le procureur a voulu faire témoigner un expert en cybercriminalité, mais les avocats de la défense n'en avaient pas été avertis.
avertis, ont-ils dit. Ils demandent donc la nullité de la procédure. Le procès a été renvoyé au 5 octobre prochain. Boko Haram, dont 2 factions rivales s'affrontent depuis plusieurs semaines au Nigeria, selon des témoins et des miliciens. Le groupe serait divisé en raison d'une lutte de pouvoir. On se souvient qu'il y a un mois, l'organisation État islamique avait annoncé la nomination d'un nouveau chef pour Boko Haram en remplacement d'Aboubacar Shekau. Ce dernier avait quant à lui démenti sa mise à l'écart. Puis par ailleurs au Maroc, les autorités annoncent avoir démantelé une cellule liée au groupe État islamique. 3 extrémistes ont été arrêtés par la police. Plusieurs projets terroristes dangereux étaient en préparation selon le communiqué et ils étaient à des stades avancés de préparation. Ce sera une première en France. Le premier procès pour bien mal acquis se tiendra devant la justice à Paris à une date qui n'a pas encore été fixée. C'est Théodorin Obiang-Nguema qui est poursuivi, fils du président équato-guinéen, nommé vice-président par son père. On l'accuse d'avoir détourné pour son compte personnel des dizaines de millions d'euros d'argent public pour se constituer un patrimoine en France. Florent Gel, le directeur Afrique de la FIDH, salue l'ouverture annoncée de ce procès. Il y voit un message envoyé aux dirigeants étrangers. C'est aussi une façon de responsabiliser les dirigeants des pays étrangers sur le fait que la France ne doit pas être un paradis pour les dictateurs ou ceux qui ont volé dans leur pays sur le dos des populations. Et ce procès doit permettre la transparence, la vérité sur un phénomène qui est encore trop souvent ignoré. L'exemple de la Guinée équatoriale est particulièrement saisissant puisque même si le niveau de vie en Guinée équatoriale est plus développé que dans le reste de l'Afrique, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Guinée et que cet argent aurait pu servir à des écoles, à des centres de santé, donner des formations aux jeunes, aussi leur permettre évidemment de développer une démocratie qui aujourd'hui marque le pas en Guinée équatoriale avec plus de 30 ans de pouvoir du président en place. Des propos recueillis par Florence Maurice. Il n'est plus interdit de manifester dans la capitale du Zimbabwe. L'interdiction avait été décrétée la semaine dernière par le gouvernement, mais la justice l'a levée hier, la qualifiant d'illégale. Les manifestations peuvent reprendre, déclare l'opposition. Le gouvernement de Robert Mugabe fait face à une vague de contestation depuis plusieurs mois au Zimbabwe. Les habitants des Seychelles votent à partir d'aujourd'hui. Pendant 3 jours, ils sont appelés à se prononcer dans le cadre d'élections législatives. Le principal parti d'opposition, le Parti national des Seychelles, est assuré de faire son retour à l'Assemblée après avoir boycotté les élections de 2011. Du nouveau dans le ciel des Comores, il sera désormais de nouveau possible de voler de nuit. Le trafic aérien nocturne va reprendre. C'est une décision du nouveau directeur général de l'aviation civile. Un geste d'encouragement pour plusieurs compagnies aériennes qui vont désormais desservir l'archipel. Mais l'une des principales préoccupations des usagers reste le prix des billets qui ne devrait pas baisser pour autant en Zizam Changama. Rouvrir l'aéroport international de nuit est une première solution pour parvenir à donner une meilleure accessibilité aux Comores. Trop peu de vols et des trajets compliqués avec de nombreux bagages perdus, une délégation de la diaspora vient d'être reçue par le chef de l'État afin d'évoquer notamment ce problème récurrent qui empêche certains ponts entre la diaspora comorienne et le pays. La décision du directeur général de l'aviation civile permet à Kenya Airways 2 ou 3 vols de nuit dès cette semaine, à Ethiopian Airways de s'implanter aux Comores dès le mois prochain sur les trajets jusqu'en France notamment, et des pourparlers avec Qatar Airways sont en cours. Les pays voisins sont aussi concernés. La reprise d'activité aux Comores de Precision Air est prévue ce week-end et Air Mauritius est en négociation avec les autorités. Si la concurrence crée en général une émulation et pour le consommateur une baisse de tarifs, ce n'est pas encore gagné ici. Le nerf de la guerre des prix reste les taxes d'aéroport exorbitantes fixées par les autorités comoriennes. Le trafic aérien en période creuse diminue de façon considérable. Seule la révision de ces taxes permettra une réelle facilité de circulation. Anzizam Changama, Moroni, RFI. À Paris, il est maintenant 6h44, 4h44 en temps universel. À suivre dans 5 minutes, la revue de presse Afrique. Elle sera signée Frédéric Couteau avec à la une ce matin encore le Gabon. Mais d'abord, on retrouve l'invité de la rédaction.
Notre invité de ce matin a été candidat à la dernière présidentielle au Bénin. C'était en mars dernier. Il a été battu au second tour par Patrice Talon. En dehors de la politique, Lionel Zinsou a un autre métier. Il est banquier d'affaires et il prépare en ce moment le forum du club Africa-France qui se tiendra ce mois-ci les 22 et 23 septembre prochains à Paris. Pour parler des relations économiques entre la France et le continent africain, pour évoquer également son éventuel avenir en politique, l'ancien Premier ministre du Bénin est l'invité de Christophe Boisbouvier. Lionel Zinsou, bonjour. Bonjour. En 10 ans, la France a perdu la moitié de ses parts de marché en Afrique, d'où le SOS de 2013 et la création notamment d'Africa France. Est-ce que la dégringolade continue ? Écoutez, d'abord, je ne dirais pas dégringolade parce que le paradoxe, c'est que tout ça se fait dans une ambiance de croissance. Simplement, les exportations de la France vers l'Afrique croissent moins vite que celles de la Chine, de la Turquie, de l'Inde, de la Malaisie, du Brésil, etc. Et c'est pour ça que ça n'est pas ressenti comme aussi dangereux que ça devrait l'être, puisque c'est quand même une forme de mort douce, puisque vous continuez à croître doucement. Donc vous n'apercevez pas que le reste du monde va beaucoup plus vite, si vous voulez. Alors, je pense que c'est quelque chose dont la prise de conscience est très nette aujourd'hui, chez beaucoup de chefs d'entreprise en France, contre ce que vous avez appelé une dégringolade, en tout cas qui est quand même un syndrome préoccupant. Si la France et l'Europe, parce qu'on dit France, mais c'est toute l'Europe qui est concernée, veulent rester attractives, il faut qu'elles envisagent une relation complètement différente avec l'une des parties les plus croissantes au monde, qui s'appelle l'Afrique. Mais alors Africa France, c'est quoi ? C'est un syndic de faillite ? Ah, pas du tout. Africa France, c'est avec un peu de retard ce que les Allemands ont fait, notamment en Asie, s'organiser pour que les entreprises aient directement des contacts avec des entreprises sur le terrain. Et donc, c'est en fait, Africa France, en fait, la fondation qui n'est pas celle des gouvernements, mais celle des entreprises, celle des agents décentralisés qui pensent que c'est entre eux qu'ils peuvent avoir des collaborations gagnantes. Et quand ils font une conférence, comme on va en avoir une à Paris dans la 3e semaine de septembre. Les 22 et 23 septembre. Voilà, où on aura 500 entreprises, des collectivités locales réunies, de nombreux contacts directs. Et toutes les idées qui seront jugées neuves seront présentées à la conférence des chefs d'État qui se réunissent à Bamako en janvier. La prochaine Afrique-France. Voilà, et sur ces sujets-là, il faut écouter les entreprises. Lionel Zinsou, pendant un an, vous avez dirigé le gouvernement béninois. Vous avez donc pu évaluer sur le terrain les performances des entreprises françaises. En quoi sont-elles moins compétitives que leurs concurrentes ? Alors encore une fois, il ne faut pas exagérer si vous voulez. Il reste d'abord que l'Afrique est un continent rentable et que les entreprises françaises sont très peu nombreuses à le savoir. C'est-à-dire quand on dit aujourd'hui que l'Afrique est le continent le plus rentable, en s'appuyant sur des études, on se surprend encore. Donc vous avez une grande différence entre ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas. Ceux qui n'y sont pas ont une surestimation des risques et hésitent à venir. Les entreprises françaises sont plus timides que les entreprises chinoises ou brésiliennes ou turques pour prendre des risques. En Afrique, elles surestiment les risques. Il faut qu'on évangélise un grand nombre d'entreprises à comprendre que l'Afrique est beaucoup moins risquée que ce qu'elles pensent et qu'elles ont localement des partenaires. Mais le nombre de joint ventures est le 10e de ce qu'il faudrait. Donc il faut qu'on apprenne à s'apprivoiser. Donc vous nous dites que beaucoup d'entreprises françaises sont frileuses sur le marché africain. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir que sur un appel d'offres lancé par l'État béninois, il y avait plein d'entreprises du monde entier, sauf des entreprises françaises ? Oui, d'ailleurs, ça avait été dit exactement comme ça par le président Ouattara au moment où nous avons créé, il y a maintenant 1 an et demi, Africa France. Il avait dit, mais nous qui voulons accueillir les entreprises françaises, nous constatons qu'il y en a de moins en moins dans les appels d'offres. Donc c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, vraiment enrayer parce que les entreprises européennes ont toutes leurs chances, notamment parce qu'elles ont intégré un peu plus facilement que d'autres des éléments de responsabilité sociale. Si vous voulez, l'idée d'utiliser de la main-d'œuvre pénitentiaire, de ne pas utiliser la main-d'œuvre locale, de faire venir toutes les consommations intermédiaires des chantiers d'ailleurs, et du coup d'être complètement étranger au tissu local, à la création de richesses et d'emplois, c'est une idée qui n'existe pas pour des entreprises européennes. C'est contre leurs valeurs. Là, vous parlez des entreprises chinoises. Oui. Les premières réformes économiques du nouveau président béninois, vous en pensez quoi ? Ce que je sais et que j'approuve, c'est qu'il y a 6 grandes priorités qui seront la feuille de route économique. C'est en cours d'élaboration. Ce que j'en connais me paraît plutôt positif. Et nous pouvons avoir des divergences politiques. Nous pouvons avoir des divergences institutionnelles, mais nous devons faire union sacrée sur ce qui concerne le développement. C'est-à-dire que la parole du gouvernement doit être
La parole qui engage l'État. On ne doit pas se dire, dans 4 ans et demi, tout sera remis en chantier. C'est pas possible. Au référendum constitutionnel pour la suppression du 2e mandat du président, vous voterez oui ou non ? Alors, je ne connais pas le texte. Ce sont des idées qu'on entend un peu partout sur la planète. Si vous suivez, ce que je ne sais pas, les élections en France, vous verrez que dans les candidats aux primaires, il y en a un très important à droite et un très important à gauche qui sont pour des septennats uniques. Donc, ce sont des idées qui existent. Et donc, ça ne me paraît pas une idée insolite. C'est une idée un peu originale, mais pas forcément insolite. Mais je ne connais pas le texte. Lionel Zinsou, l'échec au second tour de la présidentielle, ça n'a pas été facile à vivre pour vous, tellement vous vous étiez donné pour cette élection. Est-ce que vous vous dites la politique c'est fini ou est-ce qu'au contraire vous reviendrez à la prochaine présidentielle béninoise ? Pour l'instant, je vais faire mon métier de banquier d'affaires. Je crois énormément à la vie associative, dont je vais m'occuper d'Africa France, de la Fondation Zinsou au Bénin et d'autres activités. Et puis on verra bien. Moi, je ne pense pas que la politique soit un métier, mais quand on est sollicité pour faire de la politique, je ne pense pas qu'on puisse se dérober non plus. Donc la réponse c'est je ne me déroberai pas, mais je ne veux pas en faire mon métier. La politique politicienne, on y va quand elle vous appelle, mais quand elle ne vous appelle pas, on a beaucoup de choses utiles à faire. Lionel Zinsou, merci. Il répondait à Christophe Boisbouvier. RFI, l'actualité internationale, Magali Lagrange. Le pèlerinage annuel de la Mecque va commencer pour les musulmans et c'est dans ce contexte que des échanges houleux ont eu lieu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite à cause de l'exclusion des Iraniens de ce pèlerinage cette année. Téhéran qualifie la famille royale saoudienne de maudite et estime qu'elle ne mérite pas de gérer les lieux saints de l'islam. Le grand moufti d'Arabie a lui déclaré que les Iraniens n'étaient pas des musulmans. Au Venezuela, des milliers de partisans de l'opposition et du gouvernement sont descendus dans les rues des principales villes du pays. Hier, un face-à-face sans heurts pour mesurer le rapport de force entre les deux camps. Un mur anti-migrants bientôt construit à Calais, dans le nord de la France, 1 km de long, 4 mètres de haut. Il sera financé par la Grande-Bretagne, pays de destination des migrants qui s'entassent à Calais. Le mur érigé le long de l'autoroute doit empêcher les clandestins d'embarquer dans les camions qui empruntent le tunnel sous la Manche. Et puis la France a-t-elle évité un nouvel attentat ? Une voiture remplie de bonbonnes de gaz a été découverte samedi soir dans le centre de Paris. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris. 2 personnes ont été interpellées, présentées comme proches des milieux islamistes. 6h52 à Paris, c'est l'heure de retrouver Frédéric Couteau pour la revue de presse Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, Gabon, la fuite en avant. Oui, fuite en avant du pouvoir sortant, fuite en avant de l'opposition. Chacun campe sur ses positions. Le camp présidentiel, tout d'abord, pour le site d'information Gabon Review, Libreville persiste. Invité, entre autres, par Paris, Bruxelles et Washington, soit à publier les résultats, bureau de vote par bureau de vote, soit à recompter les voix. Les autorités gabonaises peinent à prouver que les résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome et permanente sont ceux véritablement issus des urnes. Entre les accusations de paternalisme, d'ingérence et d'appel à une violation de la loi électorale gabonaise, le gouvernement gabonais cherche désespérément l'échappatoire. Pourtant, affirme Gabon Review, certains assurent que seule une réponse positive à l'une des 2 propositions faites par les Occidentaux permettra de sortir de la crise dans laquelle le pays est plongé depuis le 31 août. Ali Bongo, droit dans ses bottes, s'exclame pour sa part le site guinéen lejeli.com. Le président sortant n'en démord pas, en dépit des doutes et des suspicions. Ali Bongo ne veut surtout pas entendre parler d'un nouveau décompte des suffrages, pointe le site guinéen, et pour défendre cette position figée, il se veut défenseur de la souveraineté gabonaise face aux injonctions venant de l'extérieur, le nationalisme stratégique en quelque sorte. Ainsi, poursuit le Djeli, aux requêtes que l'Union européenne, la France, les États-Unis et les Nations unies ont formulées en faveur de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ali Bongo, catégorique et ferme, oppose la loi de son pays qui ne prévoirait pas que les choses se fassent ainsi, faisant subtilement émerger de lui-même l'image d'un leader respectueux des procédures et des principes républicains. Il appelle les candidats mécontents à déposer leur recours au niveau de la Cour constitutionnelle, à croire que celle-ci est indépendante. Le pays, au Burkina, hausse le ton. Si Ali Bongo
est aussi sûr de sa victoire. Pourquoi alors refuse-t-il le recomptage des voix? N'est-ce pas parce qu'il craint que d'éventuels maquillages de chiffres soient découverts, qu'il veut contre vents et marées porter le litige devant la Cour constitutionnelle, cette institution qui a prouvé à plusieurs occasions son parti pris pour le pouvoir en place et dont la présidente n'est autre que l'ex-épouse d'Omar Bongo? On a l'impression que l'actuel locataire du palais du bord de mer recherche un pagne de sa petite maman pour couvrir sa nudité, s'exclame le pays, précisément les saletés de sa réélection dont lui seul connaît l'ampleur et la nature. Et dans le camp de Jean Ping, on n'en démord pas non plus. Oui, on persiste à réclamer le recomptage des voix et surtout l'opposant ne veut pas entendre parler d'un quelconque recours devant la Cour constitutionnelle qu'il estime aux ordres du pouvoir en place. Bref, constate le site Guinée-Conakry Info, c'est le temps des positionnements et du fait accompli. Ping croit qu'en s'étant autoproclamé, les dés sont bien jetés, alors que Bongo croit ferme qu'avec sa victoire officiellement proclamée, les jeux sont faits. Entre les deux, il y a cette date impérative de ce jeudi, 8 septembre, à la Cour constitutionnelle, pointe le site guinéen, date limite pour le dépôt des recours. Si Ping ne fait rien, il risque fort de tomber dans la nasse de la loi et Bongo pourrait être définitivement proclamé président de la République, avec les conséquences imprévisibles que redoute la communauté internationale. Voilà pourquoi à Libreville, l'opposition trépigne d'impatience, car seule la pression internationale serait à même d'influer sur le cours des événements dans ce bras de fer suicidaire. C'est un jeudi justice et vérité pour les deux camps, renchérit aujourd'hui à Ouaga, car il est certain que Ping n'ira pas devant les grands juges, même si son adversaire y sera, et quoi que dira le Conseil constitutionnel, il y a et il y aura toujours cette question du Haut-Ogooué avec son anomalie grossière qui divisera les Gabonais. Et maintenant, l'opposition fera quoi? S'interroge aujourd'hui. C'est véritablement donc à partir de ce jeudi que l'on saura si les Gabonais ont choisi la sagesse et la paix ou bien la folie meurtrière, prélude au délitement du pays. Pour les livres d'histoire, Bongo et Ping en porteront la lourde paternité. Merci Frédéric Couteau. Votre revue de presse avec le Gabon, donc à la une ce matin, est à retrouver comme tous les jours sur notre site internet, le www.rfi.fr. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Lequerret, Sébastien Gédor. 2 jeunes militaires françaises reviennent de la guerre en Afghanistan. Avec leur section, elles arrivent à Chypre pour 3 jours de décompression, mais on ne se libère pas de la violence si facilement. Nous recevons cette semaine Delphine et Muriel Coulin pour Voir du pays, portrait tendre et ravageur de 2 filles qui décident de prendre leur vie en main. Tous les cinémas du monde, Elisabeth Lequerret, Sébastien Gédor. Samedi, à partir de 15h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports, c'est avec Alexandre Seban. Bonjour Alexandre. Bonjour Magali, bonjour à tous. C'est reparti à Rio pour la grande fête de l'Olympisme. La flamme brille à nouveau sur la ville carioca. Les Jeux paralympiques se sont en effet ouverts la nuit dernière au Brésil. 17 jours après la clôture des JO, Rio fête le début des 15e Jeux olympiques réservés aux athlètes handicapés. 4300 vont y participer. Ils sont issus de 160 nations. 43 sont africaines avec 5 nouvelles venues. Le Congo-Brazza, le Togo, le Malawi, la Somalie et Sao Tomé et Principe. Les équipes les plus fournies viennent d'Algérie avec 60 sportifs alignés devant l'Égypte, 45, l'Afrique du Sud, 43 et la Tunisie avec 31 athlètes. Au total, 23 sports seront en lumière durant ces Jeux paralympiques de Rio. Et à Rio, il y a quelques semaines, le Sud-Africain Wayde van Niekerk avait secoué le monde de l'athlétisme avec son retentissant succès sur 400 mètres. Il est rentré hier chez lui à Johannesburg et accueilli par une poignée de fans. Une petite cinquantaine de personnes ont fêté son retour au pays. C'est peu, mais le champion olympique est nouveau. Recordman du monde du 400 mètres, Wayde van Niekerk en a été profondément touché. It's always amazing. I mean, I feed off the support that I get back at home and from the support and family as well. So c'est toujours incroyable le soutien que je reçois de tous et de ma famille. Ça me permet de tenir. Je suis vraiment content d'être de retour dans mon pays, de pouvoir voir ma famille, mes amis. Je suis vraiment reconnaissant pour tous les plus qui viennent avec cette victoire. Je considère ça comme une bénédiction et je me sens honoré de pouvoir représenter de façon positive mon pays sur la scène internationale. Maintenant, je vais faire une coupure, me reposer, passer du temps avec mes amis et ma famille et me relaxer un peu. Je garde les pieds sur terre, comme toujours, je reste calme et serein, mais je suis prêt à tout. Ma limite sera le ciel.
Quand la saison redémarrera, on verra quels seront les plans pour le futur. Wade Van Niekerk au micro d'Alexandra Branjon. Le 12 août dernier, l'Éthiopienne Almaz Ayana était-elle devenue championne olympique du 10 000 mètres en explosant de 14 secondes l'ancien record du monde. D'après un groupe de statisticiens, cette performance est la 5e de tous les temps pour une athlète. La première position du classement étant occupée par le record du monde du 100 mètres en 10 secondes 49 centièmes réalisé en 1988 par l'américaine Florence Griffith-Joyner. Et du foot pour finir, Alexandre. Le défenseur burkinabé expulsé dimanche dernier lors du match éliminatoire des étalons face au Botswana à Ouagadougou suite à un violent coup de poing à Lebong Ditsele dit aujourd'hui regretter profondément son geste sur Twitter. Il parle d'une réaction inappropriée. Merci Alexandre Seban. Nouveau journal tout de suite. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.